Voilà, bonjour à tous. Eh bien, voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Richard Victor Saint-Sidi, Cayol. C'est un artiste peintre et qui est avec une 70aine aujourd'hui de personnalités qui ont signé par rapport à ce qui se passe au MAC. On y va y revenir dans un instant. Un peu plus tard, nous irons avec Barbara Montpierre, directrice de la communication de la Poste, faire un point sur le développement des zones de marché, les responsables d'animation et aussi avec le directeur de Ticasio. Sinon, un peu plus tard, Rebecca Holder aussi sera avec nous pour la MNT, puisque c'est la mutuelle française qui l'envoie. Et puis, en fin d'émission, nous aurons Philippe Bavardet, responsable de la chronique des îles du Sud. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de nos invités. L'actualité, c'est la mobilisation des parents d'élèves de l'école élémentaire Jérômienne Lantin à Ogosier. C'est un reportage de Maxime Morel. On fera comme chaque semaine le point Covid qui a été fait hier à la préfecture. C'est Olivier Félix qui s'est collé. Et réparation des fuites d'eau, puisque vous savez qu'il y a des fuites d'eau un peu partout. Le SIAG est complètement neuf, puisque nous sommes dans les derniers jours d'existence du SIAG. Et puis on ira faire avec Charlie Dagounia un petit tour sous les plages de Sainte-Anne. Vous le savez, les sargasses ont envahi, mais il y a une réaction. Voilà un peu ce qui fait l'essentiel de ce ZCL News. Vous êtes en direct de Canal 10, de RHT et de C10 FM. Je vous l'ai dit, depuis pratiquement un mois, au niveau de du MAC, problème, puisque sa directrice a été mise, entre guillemets, à pied, de façon provisoire, dit-on dans un communiqué. On essaie, d'après les informations que nous avons, de la discréditer, puisqu'il y a beaucoup d'informations négatives qui sont sorties depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, il y a une réaction, il fallait s'y attendre, une réaction d'un certain nombre d'artistes. L'un d'entre eux, Victor Saint-Sidi, est avec nous pour nous dire un peu comment lui, en tant qu'artiste, il vit ce qui se passe au MAC. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toute la population de Guadeloupe et merci de m'avoir invité. J'aurais préféré qu'il y ait d'autres artistes avec moi, mais disons que vous représentez ces artistes. Ça s'est fait assez rapidement puisque c'est hier que tu m'as contacté, oui. Donc on n'a pas pu avoir tout le monde, en tout cas pour pouvoir être plusieurs. Non, comment on vit ça? On le vit de façon scandaleuse. Tout simplement parce que nul n'ignore que je suis un acteur actif, dynamique, et depuis mon retour de formation, Beaux-Arts, Art déco, etc., quand je suis arrivé en Guadeloupe, je peux témoigner de l'état du pays en matière de politique culturelle. J'ai eu l'occasion, tu le sais, Danick, de publier en 2009, lors des soulèvements LKP, un document qui circule encore et que j'ai mis à jour et que j'ai récemment publié, parce que comme par hasard, ce qui se passe aujourd'hui trouve écho, rien n'a pas changé. Donc sur cette absence d'une véritable politique culturelle, donc je pose le problème des enjeux d'une véritable politique culturelle dans un pays comme le nôtre, qui a le statut que nous savons et qui est d'ailleurs très discuté. Donc par rapport à cela, aucune réponse d'aucune collectivité. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas en campagne électorale, parce que je reçois des appels, des artistes qui ont signé reçoivent des appels d'intimidation. Oui. Il y en a qui sont pratiquement menacés. À ce point-là. On est à ce stade-là. Des promesses sont faites, mais non, t'inquiète pas, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Mais ce qui est terrible, c'est que ils ne se rendent pas compte, ceux qui manœuvrent. Ils ne se rendent pas compte que le pays est petit, que les gens parlent. Oui. Les gens parlent. Un pays de proximité. Hein. Avant même que ce document-là... Mais oui, avant que ce document, oui. Où il y a 80, je rectifie, 80 signataires. Avec pour la plupart des sommités culturelles, des personnes qualifiées, de haut niveau. Musique et douanli. Bon, nous détournons quand même, Richard. Mais en Québec, des noms. Donc, c'est ça veut dire que c'est des gens moins vêtis, moins instrumentalisés, moins. Il a suffi que ces gens-là entendre ce qui se passe et pour, sans hésitation, soutenir. Alors déjà, nos artistes ici. Nous avons des artistes ici, en Guadeloupe, qui ont du courage, le courage de signer. Tout à fait. Malgré les pressions qu'il peut y avoir. Alors, on a des je vais citer, par exemple, l'anthropologue associé EHSS Université de Cologne, Bernard Muller,
On a, comme c'est par ordre alphabétique, donc je donne des noms comme ça. Stan Musquier, c'est un artiste connu en Guadeloupe, un plasticien qui est connu, notamment qui s'est fait, comment dirais-je, distingué par ces fameuses mobilettes. Tout à fait. Qu'on connaît bien. Bref, on a des gens comme Antoine Nabajotte, on a Joël Nanquin, on a Bruno Pédurand, on a Hector Poulet, qui est un linguiste, donc je donne pas. Georges Rouvelas, Michel Rouvelas, Franck Salin, Richard Scott, réalisateur, Kelly Sinapa, Raymond Pater-Taurin, Philippe Tomarel, Nadège Wouel-Wachter, qui est à l'université Purdue University aux États-Unis, Françoise Vergès, Anaïs Verspan, Joël Gernidier, en fait, tout le monde là. Je veux dire, toutes les personnes qui ont quelque chose à reprocher à cette absence de management, justement, c'est ce qu'on reproche à la dame, son management. Comment expliquer qu'une femme de cette qualité, avec ce CV qu'on connaît... Je suis venu ici une fois, j'ai montré le CV, 3 pages. Mais ce sont ceux-là même qui la jettent, qui ont vanté ses qualités. Et pourquoi? Pour quel argument? Pour quelles raisons? Des raisons qui relèvent plus du subjectif, des choses qui sont liées à ses rapports avec les gens. Alors, comment expliquer que avoir une telle qualification et une telle réputation dans ses qualités, sans aucune contestation, au contraire, elle a le soutien de tous ses pairs. Que cette personne soit renversée comme ça, du jour au lendemain, sans qu'il y ait une procédure, même à donvier de entreprise en Guadeloupe, sinon salarié qui te font faute, ils peuvent arriver à bailler un blâme, ils peuvent parler, ils peuvent faire bitin, mais ils peuvent jeter direct comme ça, avant le lynchage qu'on s'est fait là. Donc, c'est ça qui m'a surpris. Je me suis dit, mais cette violence cache forcément quelque chose. Et j'ai cherché à savoir, je me suis renseigné pour comprendre. J'ai parlé avec des gens, j'ai vu qu'il y avait ce petit côté un peu... J'ai senti que les gens étaient remontés par des choses, je veux dire, qui ne sont pas normales. Ce n'étaient pas des comportements normaux, et puisque j'étais en résidence lorsque ça s'est fait. Donc j'ai vu, et en plus, ce n'est pas tous les salariés, c'est une poignée de salariés qui ont été, pour moi, instrumentalisés. Quand on voit quelqu'un qui se permet de dire que la collection permanente, que le musée a été détruit par la présence d'une opération qui est tout simplement normale. C'est-à-dire les poupées, vous parlez des... Il y a les poupées, mais il y a aussi l'œuvre de Biberd. Ces œuvres sont par terre, c'est normal. Vous connaissez des expositions où les œuvres viennent se poser tout seules sur les murs. Il faut bien qu'elles soient par terre. On dit on dépose, on pose, on dépose. C'est comme ça que ça se passe. Et un commentaire d'une personne non qualifiée, j'estime, qui se permet de dire « mais c'est n'importe quoi, regardez et tout ». Mais ça, c'est un dénigrement, un mépris pour le travail de curateur, pour le travail de conservateur. Parce que si ces gens-là étaient formés et si ceux qui les entourent l'étaient, on ne se serait pas permis ce genre de choses. Je donne un exemple simple. Au musée du Louvre, tout le monde connaît ce clip de Beyoncé avec Jay-Z. Avec son mari, oui. Devant le serment des Horaces, une œuvre célèbre. Il y avait du fumigène, il y avait des éclairages, il y avait des voiles, il y avait des danseuses. Alors, on va demander au gardien ou au gardien d'étoiles, celui qui est assis sur son siège en permanence, sous prétexte qu'il travaille là depuis 20 ans, son avis pour que Beyoncé et Jay-Z fassent leur clip à l'intérieur. On va lui demander son avis parce que les gens confondent tout. Ils confondent tout. Parce qu'on a entendu cette dame dire « Ouais, on ne nous a pas consultés ». Depuis quand un curateur va consulter le personnel pour savoir quelle orientation, quel projet, comment on articule un projet dans un musée, dans un lieu et de cette plus, nature. Richard, il faut signaler quelque chose d'important, c'est que Madame Louella Rinceau n'a jamais eu la possibilité de mettre en place son projet, puisqu'elle est venue ici pour un projet culturel, il faut le rappeler quand même. Elle l'a amorcé, et le projet, il existe, on le connaît. D'ailleurs, c'est sur ça que les artistes se fondent, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la Guadeloupe qu'on voit quelqu'un venir à un projet culturel dans le champ qui nous intéresse, le champ des arts plastiques, des arts visuels, et de la culture. C'est la première fois. Depuis tantôt, on le demande. J'ai été l'un des premiers à dire, il faut bien comprendre, être pour la réintégration de Laurella Rinceau à son poste, ce n'est pas être contre quiconque. Oui. Parce que très rapidement, comme on est en période électorale, chacun travaille pour un tel. Tout le monde sait très bien que tout temps, on a les réseaux sociaux, en cas critiquer tout bitin qui mérite critiquer, quel que soit quand là.
Donc, il ne faut pas pour mon essayer avec facilité, on genre des douaniers, des saillonniers à faire en pays là. Donc, j'ai eu l'occasion de dire à l'ancienne direction, j'ai eu l'occasion de dire, mais avant de mettre en place quoi que ce soit, il serait intéressant de mettre en place ce qu'on appelle le triptyque en général, c'est-à-dire diagnostic, objectif, définition des enjeux et action. Ça veut dire quoi font diagnostic, l'état des lieux, pour une concertation artiste, avant de faire rien, essayer de comprendre qui j'habite là. Et c'est dans ça qu'on définit effectivement un certain nombre d'enjeux, puisque là, il y a tant de monde. Quand tu entendras les artistes, quand ils parleront, ils donneront leurs doléances, quand ils donneront leur vision et leur expérience de ce qui est nécessaire pour le pays, à ce moment-là, on va, avec eux, mettre en place, justement, des objectifs. Et ça va se traduire en action, en opération, ça peut être foire, biennale, toute qualité bitin. Soit renforcer ce qui existe, ou soit créer ce qui n'existe pas. On a un préalable qu'il faut. Et ce préalable-là n'a jamais été fait. Je l'ai réclamé, je l'ai appelé de mes voeux. On m'a promis, je n'ai rien vu. Et pour une fois, comme si, en fait, on avait été entendu, on a quelqu'un qui, au Mémorial là, va relever ce défi-là avec des actes précis qui ont été amorcés, qui ont commencé avec l'exposition de Tomarel, puis celle de Bibird. J'étais programmé au mois de mai aussi. Alors, il y a des gens qui ont dit... est-ce que la programmation qui est prévue pour toi, Richard, sera maintenue ou pas? À qui stade ça y est? Non. Tant que Lorella Rinson n'est plus au MACT, ça n'a plus de sens. Parce qu'il faut savoir que une personne qualifiée comme elle a vocation, effectivement, à concevoir un événement et une exposition dans les règles de l'art, les règles rigoureuses de l'art. Ce que beaucoup ne savent pas ici. Tout le monde veut s'ériger en expert, mais ils ne savent pas que ça correspond à des années l'école, dans des universités, des lieux adaptés, voilà, et aussi une expérience, 20 ans d'expérience quand même, en Afrique, en Europe, en Océanie, bref, la liste est là, le document est là, il circule. Quand tu as toute cette expérience et que tu es respecté et qu'il n'y a aucun retour négatif sur toi, au contraire, tu es recommandé. Pour une petite affaire, une petite cabale, on jette le bébé avec l'eau du bain. Alors, ou pas baigner ce bébé, parce que ou tu fais un petit caca, ou bien il pétait en de l'eau là, ou il jetait qui de l'eau là. Il faut arrêter. Et puis, il y a une chose que je veux dire, parce que c'est ce qu'on lui reproche au fond, parce que j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous dites, ah ouais, la dame qui bitait, elle nous ceci, elle nous cela. Bon, concret. J'ai eu rien de concret. Bon, mon exemple, bon, mon bitin factuel. En fait, le problème, il est simple. Nous sommes dans un département, dans une colonie départementalisée. Il faut dire ça. Et à un lieu là, ça. Là, on a fait formation, il partit à 20 ans, et il retournait à 30, 40 ans. Après formation, il rentre en pays là. En général, il y a une réaction à moun, là, il y a en direction, tout de suite, quand il sait comprendre, quand il comprend. La dame, elle n'est pas très grande, d'accord? Son petit négresse, il rentre en pays, pour y travailler, et tête à plein. Plein, chargé avec compétence. Donc forcément, les gens confondent souvent rigueur, fermeté, autorité et autoritarisme. Alors, faut dire à ce propos, parce que Richard, on connaît le problème là aussi, c'est que l'ancienne direction qui était là, Excuse-moi, je ne vais pas être gentil avec l'ancienne direction. Et j'ai une anecdote, je ne vais pas être gentil. J'ai refusé de participer à Écho Imprévu pour une raison simple. C'est qu'on a voulu m'imposer l'œuvre que je vais exposer. Et il y a des traces écrites sur ça. Et je me souviens, l'actuel président du conseil d'administration, sur les réseaux sociaux, j'ai la preuve de notre échange, me disait « Ah ouais, tu devrais être là, il fallait que tu sois là. Pourquoi tu... » Non, c'est pas... Je lui ai dit non, je sais pourquoi je refuse, parce que je n'accepte pas n'importe quoi. On a des curateurs, on a des gens effectivement qui sont qualifiés pour décider avec les artistes de ce qu'ils exposent ou pas. C'est moi qui savent ça. On a dit dans œuvre moi. Après pas Martial qui a décidé que non, à pas œuvre là, ça nous comprend, c'est si là. Depuis quand on va dire à un auteur, par exemple, on prend un exemple, Maryse Condé, il a dit qu'il écrit alors, il a dit qu'il livre vous présenter alors. Donc il faut arrêter. Donc là, j'avais déjà dénoncé. Et je n'ai pas participé à cette exposition, pourtant qui était une ouverture internationale. En plus de cela, on impose à l'ensemble des artistes quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'art contemporain, c'est-à-dire une direction de l'administration, il faut le dire, c'est-à-dire le patron de la scène patrimoniale. Martial présente son œuvre, 2 tableaux, dans l'exposition avec tous les artistes.
au musée de Quai de Branly, donc pas droit à Quai de Branly, comme il y a peine les dimanches, donc il décidé, une grosse exposition, peut-être avec Basquiat, avec Rachin, avec des grands peintres, eh bien, il y a mettre taille aussi. C'est-à-dire, il faut un petit carré. Non, il faut arrêter. Ouais. Alors, Richard, il faut quand même préciser quelque chose parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux le savent. Il y avait une artiste qui devait être avec nous aujourd'hui. Et elle n'est pas là. Oui, c'est vrai. À la limite, bon... On ne va pas la casser, mais il faut qu'on explique un peu ce qui se passe. Non, il ne faut pas la casser. Oui. Pas du tout. Je comprends tous ceux qui n'ont pas signé, qui n'ont pas encore signé et qui vont signer. Nous avons 80 signataires, hein. Ouais. Je le répète encore, au moment où j'ai imprimé ce document. Mais ça continue. Hein. Ouais. 80 signataires, mais il faut dire qu'au moment où j'ai imprimé le document, il y a 67 signatures, puisque maintenant, le document, il est en ligne. Pétition en ligne. Ouais. 67 en plus des 80 qui sont là. Et ça continue. Et il est international, puisque nous avons fait tourner dans le monde. Ouais. L'Orela Nyon aura international. C'est ça, il ne faut pas m'oublier. Le monde nous regarde. Il y a qu'à regarder qu'en Guadeloupe, nous avons mangé, nous avons dans la République bananière, pour des petits cabales à 3 salariés qui sont instrumentalisés pour des petits problèmes qui étaient réglés à l'amiable. Mais ce qui se cache derrière ce truc-là, c'est que la dame, quand elle est arrivée en fonction, dès le départ, elle a commencé à avoir un certain nombre de dysfonctionnements et des choses qui ne sont pas des pratiques peu orthodoxes. Et elle a mis le doigt dessus. Ouais. C'est ça qui dérange. C'est-à-dire que nous n'avons qu'à fonctionner en petit lolo et non professionnels. Non, ça c'est vous qui avez dit. Moi, on ne pas parler des magouilles, on pas à niveau là sans y. Moi, personnellement, on va parler de dysfonctionnement et de pratiques qui ne sont pas conformes à ça. Il y a apprendre l'école, les gens ils travaillent et ça, expérience qu'il y a une idée. Donc, par rapport à cela, effectivement, elle s'est dit, mais en tant que directrice générale, je ne peux pas entériner des choses qui vont me responsabiliser. ITP fait la jolle aussi pour certains bitins. Et tout le monde le sait. 400 000 euros là. Comme par hasard, c'est là où il y a des euros qui sont rentrés. Depuis en novembre 2019, il a demandé l'argent là pour y travailler. D'accord, les explications sont données. Oui, avant, c'était une gestion différente. Maintenant, c'est un PCC, donc il fallait mettre ça sur un compte de réserve. Mais compte de réserve, là, ça, il n'a pas été bloqué. Quand il était empêché, quel argent l'a sorti, les lits réclamés, puisque les hommes étaient là, c'est pour y travailler. Et quand il changeait, qui a fait qu'il est rentré, en mars, mi-mars, l'argent l'a rentré. Dis-nous quand il a expliqué que l'argent l'a rentré. Et à un moment donné, ils ont même dit que cet argent-là n'existe pas. C'est-à-dire cette histoire de trou, ça n'existe pas. Il y a des traces écrites un certain nombre de choses. Si je me permets de venir à la télé et de parler de ce genre de choses, si je me suis permis de mobiliser des gens et de faire partager ces choses-là, et toutes les personnes qui sont là, ce n'est pas moi qui les ai mobilisées. Hein. Richard, ce document qui circule et qui va être signé par peut-être des centaines de personnes, quelle va être sa finalité? Est-ce qu'on va hypothéquer à la région? Qu'est-ce qu'on va faire éveil? Parce que, bon, là, on va parler là, le monde en Guadeloupe, en Martinique, juste en France, puisque nous, on dirait qu'avec la France qu'on est là. Qu'est-ce qui va se passer après, l'après, là maintenant? L'après, ce qui va se passer, c'est le peuple qui va le décider. C'est-à-dire, la portée de ce document-là, c'est de faire comprendre à nos élus, à ceux qui nous dirigent, qu'aujourd'hui, les artistes, les personnes qualifiées de la culture ne peuvent plus se laisser faire. On ne peut pas décider. Ce ne sont pas les politiques qui doivent décider de ce qui est bon pour nous ou pas. D'accord. On ne peut pas ni au métier, on peut interroger moins, on peut demander moins. Je vais dire quelque chose là. J'ai déjà participé à 5 biennales internationales. En République dominicaine, à une triennale aussi de la Caraïbe, à Dakar, en Italie, à Florence, à Cuba récemment. Comment expliquer qu'à aucun moment, aucun politique n'a eu l'idée de me solliciter, ne serait-ce que pour m'interroger sur ma perception de ce qui est bon pour le champ de compétences dans lequel j'exerce? Jamais. Jamais. C'est normal, ça? C'est parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas de politique culturelle. C'est ça le problème. Ne serait-ce que pour moi, bailler à vie en moins pour dire, ben, nous, TP fait ça comme ça. Bon, aujourd'hui, effectivement, tous les médias m'appellent. Hein, j'ai refusé l'eau, fait télé, parce qu'on n'a pas besoin de venir. Ça m'embête même d'être là maintenant pour parler de ça. J'aurais préféré être là pour parler de l'exposition qui aurait dû se faire, parce que ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Et j'aurais préféré être là pour parler des biennales. Je ne suis pas autant sollicité pour parler de mon propre travail. Je suis allé à Cuba. Personne ne m'a appelé pour venir faire une émission à la télé pour montrer mon travail, pour parler de la Havane où j'ai exposé, à Florence en Italie ou à Dakar. Et là, nous, en Guadeloupe,
parce qu'enlever, parce que moi aussi, effectivement, las, vrai qu'il n'y a pas qu'à prendre nous en compte, il n'y a pas qu'à prendre nous au sérieux. Alors là, tout le monde bizarre vient parler en télé, en bitin comme ça, parce qu'il y a une élection. Encore une fois, ça fait à élection. Bon, pas dans ça. Pas dans ça. D'ailleurs, j'ai fait en sorte que les personnes, j'ai eu des demandes de personnes qui sont impliquées dans la campagne. Voilà, j'ai refusé tout artiste qui en joute en peut faire publicité, en joute un artiste qui a présenté, pas nommé non rien, qui a présenté on liste un artiste qui a présenté aux élections pour y venir président de région. En pas mettre parce qu'on ne peut pas faire publicité. Non, nous pas en campagne là, nous pas en campagne. C'est pas faute en moins si affaire à là qu'a tombé à présent. Là, il faut vraiment que la population guadeloupéenne comprenne qu'on arrête ce genre de pratique de république bananière dans ce pays-là. Il faut qu'on arrête cela. Non, je le dis avec un ton très sévère. Alors peut-être en t'y parler comme ça devant des gens, te dit ouais, mais c'est sauvage, mais c'est bitin. Non, il faut arrêter. On ne peut pas être embêté, ennuyé et agacé de certaines choses et l'exprimer avec le sourire. Au fond, on va arrêter vers ça. Richard, est-ce qu'il y a des artistes qui refusent de signer ce document? Mais si, il y a des artistes qui ont refusé. Il y a des artistes qui ont refusé. J'ai appelé des artistes, mais ils me l'ont dit, hein, en pénon, je respecte. Et d'ailleurs, je les comprends. Oui. Je les comprends parce que pendant des années, on nous a divisés. On nous a divisés en tenant certains par le ventre. Ouais. Moi, je n'ai pas eu peur de le dire, tu le sais, le 1% artistique. Je me bats encore. Il n'est toujours pas appliqué en Guadeloupe comme il le faut, comme il le devrait. Et la DAC a une responsabilité à ce niveau-là. La DAC devrait l'imposer. Ce n'est pas normal que dans ce pays, il y ait tant de constructions, tant de bâtiments, tant d'ouvrages. Alors, j'ai posé la question l'autre jour pour le CHU, le nouveau CHU. Est-ce que c'est 1%? Pour le moment, il n'y a pas de monde pour parler de ça. En Botanayien, c'est ça. Donc, ce n'est pas normal. Ouais. Alors, moi, j'ai été pendant 15 ans pratiquement le seul à dire que depuis la loi Malraux, ce truc-là n'est pas appliqué en Guadeloupe comme il le faut. Je l'ai dit tout le temps, je n'ai pas été suivi. Finalement, on a pu avoir un petit 1% par-ci, un par-là, mais ça n'est pas systématique. Mais la question qu'on devrait se poser, mais pourquoi Saint-Cylie a goumé comme ça pour biter la sang? Pourquoi il y a charné comme ça? Parce que j'ai eu des marchés publics aussi, comme tous les artistes. En cas, veillez, puis ils disent, mais ouais, mon quoi parler là, mais on fait mon point ici, on fait ce qu'il dit là. On manger là, quoi. Eh bien, voilà, on manger, qu'on aura dit. Eh bien, nous, tous artistes, nous fonctionnons comme ça en pays-là, parce que justement, il y a une absence des politiques. Et c'est ça, on ne veut pas. Parce qu'il y a des jeunes qui ont émergé, des nouveaux qui viennent là. Comme il n'y a pas ni l'argent moins, il n'y a pas ni quota moins, ou bien quota à Nankin, ou bien quota à d'autres, eh bien, automatiquement, il y a qu'à rester là. Ouais. Alors que peut-être il y a une puissance et qualité des faits débitants. Moi, en vivre, il y a arrivé aussi. Donc, je prends le risque, effectivement, d'avoir, si tu veux, comment dirais-je, d'être largué. Ouais, Saint-Cylie, nous payons travailler avec, d'être blacklisté, comme on dit. Ouais. Mais si il n'y en a pas un qui se réveille pour qu'on arrête les choses, il peut arrêter les tout cela. Hein. Donc, on nous dit que moi, on décide que jeudi jour, faut. Mais on ne va pas considérer qu'on sont kamikazes. Non, pas kamikazes. On dit un bitin qui était nécessaire en tant qu'artiste. Et de toute façon, moi qui connais vous depuis longtemps, savent qu'en tant qu'artiste, on ne peut pas fermer bouche. Il suffit de regarder mon Facebook. Quel que soit en temps Lurel, en temps Chevry, en temps. Mais oui, je n'ai pas de parti pris. Et tous ceux qui étaient au pouvoir le savent très bien. En plus, en question bitin là, pour ne pas ignorer, qu'on était à l'origine, avec d'autres gens que nous connaissons très bien, du mot phrasé. Bien sûr. Le mot phrasé, pas ni maître, ni bondier. Toujours à dire ça, propre famille en moi-même, prend dans ça, parce qu'on a un frère qui était qu'à travailler en politique, eh bien, il prend un coup de journal aussi, comme tout le monde, parce que c'est une débita à dire. Donc, je fonctionne comme ça depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. Je n'ai pas je n'accorde de privilèges à personne à partir du moment où je dénonce un certain nombre de choses qui sont dans mon champ de compétences, dans ce que je maîtrise. On peut rentrer à dans le bitin qu'on n'a pas à maîtriser. Mais dans là, on a maîtriser, en ayant vision, en ayant un regard critique. Alors, dernière question que posez vous lancez ça au niveau des artistes, mais est-ce que les non-artistes de là, ou quoi ouvert c'est pas que des artistes. Hein. Si tu regardes bien, Danick, après un qui est artiste, il y a ça. Non. On est écrivain, on est enfin artiste, mais on est bon. On parle de culture, d'accord? C'est pas que les artistes. Il y a des artistes, mais il y a des personnalités de la culture qui sont des critiques d'art, qui sont des philosophes, d'accord? Et qui sont concernés. Mais c'est ouvert plus largement encore, parce qu'au niveau assignati là, Adam et plateforme là qui est en ligne là,
toute qualité de monde, y compris en carrelais, en maçon, peintre, tout le monde, en architecte. Alors, tout le monde quand on pose une question après, est-ce qu'on va compter, par exemple, penser contre le président d'administration, conseil d'administration à le MAC pour avec document là ça pour dire mi photo. Je ne suis pas seul. Il y a un certain nombre, il y a un noyau de personnes qui réfléchissent, qui sont avec moi. On va réfléchir à ce qui est bon de faire. En tout cas, ce que je reçois comme commentaire, c'est que la plupart des gens disent il ne faut pas que vous en restiez à cela. L'affaire qui se traite là, ce n'est pas une affaire Laurey-Larinçon, c'est le problème de la politique culturelle dans ce pays-là. Laurey-Larinçon n'est qu'un élément de ras-le-bol qui a déclenché un mal qui existe depuis longtemps dans ce pays-là. En passant, si j'ai signé, mais j'ai eu un contact avec Mme Schwarzbart et il y a 6 positions là. Ça. Mais d'ailleurs, l'artiste qui devait être avec nous ici, manifestement, le message que j'ai reçu d'elle, elle a été intimidée pour qu'elle se rétracte. Je l'ai eu hier, je n'avais même pas commencé à parler de l'affaire. Dès que j'ai nommé le nom de Laurey-Larinçon, elle a dit « Ah non, je signe. » Parce que cette dame-là, elle m'a fait que du bien. Alors qu'avant, pour mon parti, pour moi en compte, pour eux, c'est petit capsule en rassemblé, c'est un ordi en fouillé, parce qu'elle fait de l'art, comment on appelle ça encore, de l'art de la récup. Eh bien, comme par hasard, c'est Laurey-Larinçon arrivé au pouvoir, en direction à le MAC, excusez-moi de terme-là, c'est un pouvoir, effectivement, qu'elle avait, mais qu'on ne lui a pas laissé exercer correctement, d'ailleurs. Et que cette fille-là, on est venu la voir jusqu'à perdre les oies, là, il a resté, voir son travail, filmer, travailler et tout ça. C'est même Mouna qui filme, travaille là, ça fait partie des gens qui sont arrivés, manipulés. Eh bien, ces personnes-là l'ont appelé pour lui dire, pas dans ça, d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui venons voir, pas pour les gens qui disent nous venons voir. Depuis qu'ils t'ont envoyé des caméramans qui sont partis, des gens qui sont partis, ils ont fait documentaire, reportage, ils ont revenus travailler. Alors, tu n'as pas l'aval de ton patron, c'est concept à Laurey-Larinçon qu'ils ont appliqué, tout simplement. C'était des employés, ils ont fait travailler à eux. Point. Michel, dernier mot là, avant de nous quitter, nous. Alors, exposition, là, au pays fait là, qu'est-ce qu'il a fait pour exposition là, ça? Pour cette exposition, pour le moment, j'ai récupéré mes œuvres, mais pas tout. J'ai rendez-vous d'ailleurs cet après-midi parce que j'ai un litige avec le MACT à cause de cela, puisque j'ai une œuvre, je le dis là, et ça peut finir notre boudin, un peu ça cela. Mais j'ai une œuvre qui était exposée à Paris, à Écladil, toujours une opération managée par la région. Ça ne s'est pas spécialement bien passé et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore le bilan de cette manifestation. Mais mon œuvre était bloquée à Paris par l'organisateur depuis 2019. Grâce à Laurey-Larinçon, pour l'exposition qui avait lieu au MACT, elle a décidé de faire rentrer l'œuvre. Elle a pris sur elle la décision de faire rentrer l'œuvre. Depuis un mois de mars, avec problème à Memorial Act, œuvre en moins bloquée à 7 cargos. En paradis police. Ok. Michel, merci de venir. Merci pour tout le monde qui a signé et courage que vous tenez de parler comme ça. C'est moi qui vous remercie. Et je dis encore aux artistes et à la population guadeloupéenne, il ne faut pas qu'on se laisse instrumentaliser. Les politiciens sont au service du développement et les acteurs du développement, c'est nous. On l'a dit. Ok, merci. Il est 13h03. Première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL News. Après, on va recevoir dans un instant Barbara Montpierre et toute l'équipe de la Poste pour leur chronique. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h14. Je vous l'ai dit, on va recevoir la chronique de la Poste, toute l'équipe de Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors, j'essaie de ne pas me tromper pour les noms. Barbara, on connaît. Mylène Corentin, on découvre. Sophie Simonet aussi, et on aura Bruno Lada tout à l'heure au téléphone. Mais pour l'heure, on va faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est encore une mobilisation de parents d'élèves. Cette fois-ci, c'est à l'école alimentaire Germaine Latin du Gosier. Maxime Morel, le reportage. On regarde tout de suite. Je suis là aujourd'hui en tant que parent d'élèves parce que j'ai entendu un message destiné aux parents d'élèves disant de venir avec la police pour ouvrir l'école. Et donc, j'ai été complètement outrée d'entendre ça. Et donc, moi, je suis présente en tant que parent d'élève, mais pour soutenir les tatis. Puisque ce sont les tatis qui s'occupent de nos enfants. Je suis parent d'élève, mais j'étais enfant du Gosier. Ce sont les tatis qui s'occupent de nos enfants. Et quand elles auront de meilleures conditions de travail, nos enfants auront de meilleures conditions d'accueil également. Je trouve inadmissible la situation qui se passe au Gosier, que certains parents puissent appeler la police pour peut-être empêcher des manifestants qui, effectivement, sont dans leurs droits, de revendiquer leurs dû.
c'est complètement égoïste parce que le coupable n'est pas là. Le coupable, c'est celui qui refuse d'appliquer la loi et qui, au contraire, appelle les forces de l'ordre contre ses propres salariés, alors que dans d'autres mairies, les maires font acte de bonne volonté. Donc il est temps que les Gozériens se mobilisent, d'accord? Je ne suis pas salarié de la ville du Gosier, mais je suis un Gozérien qui aime sa ville et je suis venu soutenir justement les grévistes en ce sens. C'est au maire de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas à nous, parents, de faire la police et de se mettre contre l'État qui prennent soin de nos enfants. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je comprends, hein, tout le monde est exaspéré. Moi-même, ça me pose problème. Mais c'est le maire, c'est la responsabilité du maire. C'est le maire qui doit parler à son personnel et voilà. Donc c'est pas à nous. Et en plus, c'est très irresponsable de la part de maire de donner quitus aux parents pour venir ouvrir l'école, voilà. Il faut que les parents d'élèves restent, comment dirais-je, conscients que les salariés grévistes de la ville du Gosier sont dans leur bon droit juridique et que justement, en se mobilisant avec eux, les choses peut-être vont changer. Visiblement, ça ne s'arrange pas au Gosier. Tous les jours, il y a un souci. On a l'occasion d'y revenir. Alors, très rapidement, le point Covid, comme chaque semaine, vous le savez désormais, puisque nous sommes en confinement light, on va dire, à la préfecture, l'ARS, la rectrice et le préfet font le point sur l'évolution de la pandémie. C'était hier, Olivier Félix, reportage. Ça sera raconté demain concrètement. Toute personne de plus de 18 ans qui le souhaite peut aller se faire vacciner sans difficulté, sans être dans les personnels prioritaires ou sans être même atteint de comorbidité ou d'affection de longue durée. C'est important, on a obtenu cette ouverture ici en Guadeloupe parce qu'on pense que c'est vraiment la solution et qu'on a besoin que tous les jeunes et les moins jeunes volontaires puissent se faire vacciner. Ça va être progressif puisqu'il faut qu'on puisse s'organiser. Concrètement, jusqu'à samedi, c'est toujours sur rendez-vous. Donc les gens qui sont en dessous de 50 ans peuvent s'inscrire, évidemment, s'il reste des plages de rendez-vous. À compter de samedi, et notamment au vaccinodrome du Rézé, puisque c'est sans rendez-vous, les gens de tout âge, au-delà de 18 ans, pourront aller se faire vacciner. On a 767 nouveaux cas cette semaine contre 758 la semaine dernière. Donc le niveau de nouvelles contaminations, il reste le même. Cependant, on a fait 1000 tests de plus. Donc, ça veut dire que le taux de positivité est diminué. Ça veut dire aussi que nous avons un taux de reproduction du virus qui est passé en dessous de 1. Donc, c'est des petits indicateurs qui peuvent nous donner un peu d'espoir. Ça, c'est le côté quand même positif. Cependant, le niveau de contamination chaque semaine, malheureusement, génère de très nombreux cas graves encore, d'hospitalisation. Et comme l'hôpital, non seulement, bien sûr, a cumulé les cas pendant ces dernières semaines et que les personnes restent longtemps à l'hôpital, plus ces nouvelles entrées, la situation dans les hôpitaux est vraiment très tendue. On m'a dit tout à l'heure que ça avait choqué beaucoup de monde. Je suis content que ça ait choqué parce que moi ça m'a beaucoup choqué aussi de voir des gens qui sont irresponsables et qui ont l'impression qu'ils peuvent faire fi de toutes les règles qu'on est en train de mettre en place parce qu'ils considèrent que eux, je ne sais pas par quelle opération, seraient protégés par rapport aux autres face à la Covid. Donc évidemment, premièrement, c'est interdit, ça l'était déjà. Et les gens qui ont fait ça seront verbalisés puisqu'on a pu enregistrer et prendre les numéros d'immatriculation des bateaux. Donc c'est pas très compliqué de retrouver les propriétaires et de les verbaliser, ce qu'ont vont faire les gendarmes dans les jours qui viennent. Deuxième point, j'ai modifié l'arrêté maritime, effectivement d'autorisation maritime, qui maintenant interdit la mise à couple des bateaux. Donc en fait on ne pourra plus réglementairement mettre plusieurs bateaux à couple pour se retrouver et former donc un groupe qui serait au-delà de 6. Et donc on pourra verbaliser d'autant plus sur cet aspect. Voilà, 13h19, on a vu la situation ne s'est pas encore totalement mise. On va quitter ce registre et parler de la Poste. Avant, la Poste bougeait, maintenant elle est au plus près de chez vous. Bonjour Barbara, directrice de la communication. Quel est le sujet de la chronique d'aujourd'hui? Eh bien, on va parler des partenaires et des nouveaux services. Oui. Alors, bien sûr, sujet du jour, les nouveaux services. Alors, quels sont-ils? Alors, c'est 2 personnes, puisqu'il y a M. Lada qui est au téléphone, il nous entend aussi. Vous lui présenter un peu ces 3 personnes. Exactement. Alors, nous avons avec nous Myrlène Corentin, qui est donc directrice du développement commercial des zones de marché et partenaires. Oui. Donc, elle expliquera tout à l'heure plus en détail. Nous avons Sophie Simonet, qui est responsable de l'animation des partenaires. Oui. Et M. Lada, donc, qui est en ligne avec nous. Donc, Bruno Lada, qui est le propriétaire, le commerçant donc, du Petit Casio, le commerce qui est à Basse-Terre, et qui est aussi vice-président de l'UCBT, si je ne me trompe pas. Générique, on démarre.
Quentin, vous êtes, que je ne me trompe pas, directrice du développement des zones de marché partenaires, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Mylène Corentin. En fait, zone de marché, on parle du marché courrier-colis, Chronopost, le numérique et les partenaires, où j'ai Sophie qui fait partie de mon service. Voilà, donc je suis en charge du développement de la politique commerciale de la Poste, de tout ce que nous avons, les offres, les produits. Je suis aussi responsable des professionnels, les petits pros, comme on dit, avec une unité commerciale sur toute la Guadeloupe, Marie-Galante, les îles du Nord, la Désirade et les Sattes. Nous sommes partout. Barbara l'a précisé tout à l'heure. C'est ça. Et pour revenir sur ce que Mylène dit, c'est vrai que pourquoi nous avons choisi de parler des partenaires et des nouveaux services, dans le cadre de nos missions, il est vraiment important que nous soyons présents sur tout le territoire. Et nous le sommes bien plus que présents, puisque nous avons vraiment une forte implantation. Quand je parle de présence, c'est ce qu'on appelle le maillage territorial, qui est composé de bureaux de poste, mais aussi de partenaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons choisi d'aborder l'un de ces sujets aujourd'hui. Et Mylène, d'ailleurs, si on peut détailler davantage, on peut dire que tes missions sont à la hauteur de nos enjeux, n'est-ce pas? Tout à fait. On essaie de se placer, d'être vraiment la proximité, on dira postale. Un client lambda, aujourd'hui, on dit que moins de 10 km, il ne faut pas sortir de chez soi. On peut, en moins de 10 km, être dans un espace de la poste. Ça peut être un commerçant, ça peut être une agence postale communale. On verra tout à l'heure un petit peu plus en détail. D'être présent pour faire une opération sur une offre ou un produit de la poste. Tous les produits, on va revenir. Mais Madame Simonet, vous êtes responsable, la spécialiste des partenaires. Comment ça s'organise? Comment ça se met en place? Alors, c'est vrai que je suis donc Sophie Simonet, je suis responsable des partenaires. J'interviens sur 137 partenaires qui sont répartis sur la Guadeloupe et sur les îles du Nord. Oui. Alors, on part à Bastia, on va essayer de joindre Monsieur Lada. Juste oui, avant, ce serait intéressant, puisque par rapport à ce qu'elle a dit, qu'elle puisse détailler un peu plus ses missions et ses actions. Si tu veux bien, Sophie, oui, rapidement. pas de souci. Alors, mon rôle s'articule autour de trois grandes missions essentielles. La première mission est tout d'abord d'être l'interlocutrice privilégiée entre les partenaires et puis, bien sûr, l'ensemble des points postes. Oui. Ensuite, la deuxième mission essentielle, c'est assurer la formation des partenaires sur les produits, sur les services de la Poste, mais aussi sur les produits digitaux, les outils digitaux et numériques, puisque nos partenaires, agences et relais sont connectés. Et puis la troisième grande mission, c'est le développement de la performance, puisque je réalise aussi des animations sous couvert de la direction commerciale pour mettre en avant des produits, pour mettre en avant des services, des promotions. Alors, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui veut être partenaire, comment ça se passe? S'adresse à vous directement ou s'adresse à la direction? Comment ça se passe? Alors, il peut s'adresser à moi directement. De toute manière, je ferai toujours remonter à ma direction. Quand je reçois la demande, j'en fais part à ma hiérarchie. Et il faut savoir que Barbara s'occupe de l'aménagement du territoire et c'est une décision collective avec la direction de la Poste. D'accord. On part à Bastia. Mais il y a un petit mois avant. Oui, juste pour dire, en fait, puisqu'on va partir à Bastia pour présenter M. Lada, mais Sophie, dis-nous justement rapidement qu'est-ce que c'est qu'un partenaire et les différents types de partenariats qu'il existe. Et comme ça, on pourra introduire M. Lada. D'accord. Alors, un partenaire, c'est avant tout un commerçant ou une collectivité qui s'engage à vendre des produits ou alors à réaliser des services pour le compte de la Poste sur une plage horaire élargie et qui est rémunéré pour cela. Alors, il y a 3 types de partenariats. Les revendeurs. Donc, ce sont des commerçants qui achètent et puis qui revendent des produits de la Poste avec remise. Ensuite, vous avez les agences et les postales qui sont des agences postales connectées. Donc, ce sont des employés de la collectivité qui assurent les missions d'activité postale. Et puis, vous avez donc les relais postes. Le relais poste est un commerçant qui va donc aussi assurer des activités postales en dépôt-vente. Bien. Alors, on a bien compris. Et M. Bruno Lada, c'est un exemple de partenaire. Ou de relais poste connecté. De relais poste. Alors, on va le joindre tout de suite. Est-ce qu'on l'entend déjà? Oui, M. Lada, bonjour. Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu, vous êtes un commerçant, qu'est-ce que c'est ce partenariat? Comment vous le vivez au jour le jour? Écoutez, aujourd'hui, on le vit très bien, parce qu'en fait, on propose la proximité aux clients. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ou des professionnels comme des commerçants, des avocats, peuvent aujourd'hui, au centre-ville de Bastia, venir nous voir et qu'on puisse les conseiller pour la partie courrier de la Poste. D'accord. Et justement, donc, Bruno, bonjour à toi. Oui, bonjour. Oui, voilà. Donc aussi, on détaillait un peu ce que tu proposes, puisque c'est vrai que l'offre de la Poste vient en complément, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, on est d'abord, alors on est situé au 6 rue du Grenolivos, au centre-ville de Bastia. Donc, nous proposons beaucoup de services comme le transfert d'argent,
des cartes prépayées. Et aujourd'hui, effectivement, on est aussi point relais poste. Ça signifie concrètement que monsieur là-bas, oui. Il a un horaire qui n'est pas totalement l'horaire de la Poste. Tout à fait, oui. c'est un plus. C'est ça l'intérêt aussi. C'est ça l'intérêt, c'est surtout ça le premier intérêt. Ce sont les plages horaires élargies et nos clients peuvent accéder à nos partenaires jusqu'à 18h, jusqu'à 20h en fonction des relais. Des relais. Alors juste une petite question technique. Est-ce que ça signifie que ça amoindrit le nombre de personnes faisant la queue à la Poste? Ça fait partie de la stratégie. C'est la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. C'est ça. On va vers ça. Enfin, on s'oriente vers ça. Voilà. Barbara, oui. Oui, et j'aimerais bien avoir du coup pour que Bruno puisse nous dire quelle est pour lui cette plus-value, puisqu'il a son offre, comme il disait. Qu'est-ce que l'offre de la Poste apporte comme plus-value pour lui en tant que commerçant? Monsieur Lada? Oui. Vous avez entendu la question? Non, j'ai pas très bien entendu la question. Alors, Barbara demandait qu'est-ce que ça vous, la plus-value, qu'est-ce que ça vous porte en plus d'être aujourd'hui relais de la Poste? Ben, écoutez, en tant que commerçant, donc je ne vais pas vous cacher que, en fait, tout d'abord c'est le côté financier. Ah ben oui. Il faut savoir que la Poste, en tant que point relais, propose une rémunération fixe très attractive. Vous avez en plus des commissions sur les ventes. Oui. Et aussi, si vous voulez, c'est du dépôt-vente. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la Poste est capable d'avancer de la marchandise pour les commerçants. Et c'est nous, avec un accueil, à proposer un service compétent pour que les clients soient contents. Quels sont les produits qu'ils vendent, monsieur Landa? Alors, les produits qu'on vend, on fait, comme je vous ai expliqué, on fait toute la partie courrier. Donc, tout ce que ça peut être la lettre simple, la lettre recommandée. Le timbre? Ça peut être comment? Le timbre poste aussi? Le timbre poste, voilà. Les boîtes aussi pour le transport. Oui. Donc on fait vraiment, alors il faut bien que le client comprenne qu'on fait vraiment toute la partie courrier de la Poste. D'accord, ok. Bon, ben, les gens qui entendent ça maintenant, qui peuvent... Et il y a d'autres personnes comme M. Lada, en Guadeloupe, dans le maillage dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Nous avons 5 relais postes connectés. Oui. Donc un à Saint-Martin. Oui. Nous avons un relais poste à Gosier, à la marina du Gosier, un relais poste à Pointe-à-Pitre, un relais poste à Colin. Il y en a d'autres après? Il y a d'autres qui sont prévus ou bien c'est le maillage complet? Oui, tout à fait. Il y a d'autres qui sont prévus. Bientôt, on va avoir le moule Marie-Galante. D'accord. Voilà, comme quoi, hein, donc on a plusieurs moyens vraiment de pouvoir faire des opérations simples, hein, que ce soit en passant par les points de contact, donc on disait bureau de poste, les revendeurs ou encore la poste relais aux partenaires, comme on vient d'expliquer. Oui. Alors il y a un nouveau service, veiller sur les parents. C'est ça. C'est madame... Tout à fait. Donc, je vous disais que j'étais en charge du déploiement des nouveaux services. Et parmi les nouveaux services, il y en a 7. On en a un qu'on est en train de développer depuis juin l'année dernière. C'est Veiller sur mes parents, on dit VSMP. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement Veiller sur les parents? Alors, c'est le facteur qui rend visite à la personne qui peut être un senior, quelqu'un isolé, quelqu'un qui revient d'une hospitalisation. Donc, le facteur, en prenant un contrat, on signe, il peut visiter la personne, à savoir si tout va bien. Surtout les personnes isolées. Exactement. Les personnes isolées, on a eu des personnes qui sont à l'étage, par exemple, qui ne descendent pas, qui ne sortent pas souvent. Je vous assure que c'est un plaisir. On sait très bien, après le boulanger, c'est le facteur. On a la confiance, on a la proximité et le facteur du lundi au samedi, il peut être présent. Ça dépend du choix quand on fait le contrat, une visite ou 2 visites ou 3 visites. On n'a pas encore la téléassistance à la Guadeloupe pour la chute. Ça va bientôt venir. Mais depuis l'année dernière, il y a eu le Covid. Pendant 3 mois, le service a été gratuit. Donc aujourd'hui, notre facteur est capable d'aller, de visiter, donner de nouvelles à un parent lambda qui peut être en France, qui peut être à Saint-François pour Basse-Terre ou à Marie-Galante pour la Guadeloupe. Et comment on fait? On entre dans ce système, il faut s'adresser à vous, comment ça se passe? Mais bien sûr, nous avons tous nos bureaux de poste, y compris nos partenaires, et le 3631 que vous avez déjà eu sur le plateau, vous nous appelez et nous mettons en place le service et nos facteurs, voilà. Ok, bon, ben je crois qu'on a tout dit, Barbara. Tout à fait, oui. on peut en dire bien d'autres... Voilà, il y a encore, c'est riche, il y aura d'autres chroniques, on va pas tout dire aujourd'hui quand même. Il faut laisser un petit peu pour les autres. On remercie M. Bruno Lada quand même en direct de Basse-Terre. On invite les Bastériens à y faire un petit tour à Kazaï. Et puis quant à vous, on vous retrouvera dans une quinzaine avec d'autres sujets. Voilà, tout à fait. Voilà, merci Barbara. En tout cas, les 13h30, ça tombe bien, c'est l'heure de la pause. Comme ça, on va pouvoir vous changer de plateau tout de suite. Voilà, il est exactement 13h36. On va terminer avec 2 chroniques. La chronique des îles du Sud avec Philippe Bavardi. Bonjour.
Bonjour. On va faire le point tout à l'heure sur la situation particulièrement galante depuis la crise de l'usine et de l'industrie sucrière et tous les problèmes que ça comporte. Et aussi, on reçoit deux femmes, Rebecca Holder, bonjour. Bonjour. Et Ghislaine Goudard, bonjour. Bonjour, M. Et de Marie-Galante Goudard. Originaire, tout à fait. Originaire, oui, tout à fait. Goudard sont Marie-Galantais, c'est bien ce que nous avons. Donc, on va parler de la MMT, la Mutuelle Nationale Territoriale. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que cette mutuelle MNT, comme on l'appelle? Qui répond? Eh bien, moi. Oui, donc, oui, tout à fait. Donc, la MNT, c'est la première mutuelle de la fonction publique territoriale, avec un peu plus de 1 050 000 personnes protégées en santé et en prévoyance, et avec un service de proximité de 94 agences, c'est-à-dire une agence pratiquement dans chaque département. Oui. Elle a été créée par et pour les territoriaux en 1964 en France métropolitaine et en Guadeloupe depuis 1975, donc je dirais presque une cinquantaine d'années. Donc, d'ailleurs, notre présidente déléguée, Madame Rosie Longfort, qui a été élue en 2018. Cette dame. Oui, tout à fait. C'est un agent de la mairie de Bémao, c'est le cas, c'est ça. Donc, comme je vous disais, comme la mutuelle a été créée par des territoriaux, donc notre présidente en est une. Oui. Donc, nous sommes présents dans pratiquement toutes les collectivités de la Guadeloupe, y compris les dépendances, c'est-à-dire Marie-Galante, les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas, la Désirade, également Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Même dans les îles du Nord, vous êtes dans les îles du Nord Nous aussi. sommes dans les îles du Nord, tout à fait. Donc, c'est le cas Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais pas que, puisque nous sommes également présents sur les communautés d'agglo. Donc, sur les communautés d'agglo, excusez-moi, vous allez retrouver Cap Excellence. Donc, il y a également les syndicats mixtes, donc syndicats de transport, le CIVAD, le SIAG. Ça en fait beaucoup de personnes quand même. Eh bien oui, nous sommes quand même en Guadeloupe un peu plus de presque 7000 adhérents que nous couvrons, tout à fait. Tout à fait. Et donc, cette mutuelle s'occupe, c'est Mme Rebecca Holder qui va répondre, la protection sociale complémentaire, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en effet, la protection sociale complémentaire permet aux agents de se couvrir en cas de maladie et d'accident par le biais de 2 couvertures importantes. D'accord. La complémentaire santé et la complémentaire prévoyance. Oui. La complémentaire santé pour le remboursement des prestations, reste à charge des dépenses en santé, et nous entendons par là les consultations générales, spécialistes, l'optique, aussi les frais d'hospitalisation, la pharmacie et certains actes hors nomenclature. Nous entendons par actes hors nomenclature les actes qui ne sont pas pris en charge par la Sécu. Et la MNT attribue à ses agents un forfait, exemple, pour les implants dentaires, mais aussi pour la médecine douce. On entend par médecine douce, vous connaissez un peu, l'acupuncture, l'ostéopathie. Qui sont en général pas prises en compte par la sécurité sociale. Pas du tout. Tout à fait. C'est pourquoi il y a un forfait, annuel pour ces dépenses. Oui. Et la complémentaire prévoyance, eh bien, comprend la garantie maintien de salaire, l'invalidité, la perte d'autonomie et le décès. C'est quand même un grand package, comme on peut dire. Oui, nous avons quand même un grand panel. Oui. Alors, la participation employeur, de quoi parle-t-on et comment la mettre en place? Il y a des employeurs qui nous regardent et qui vont sûrement se poser la question. Tout à fait, M. Zandonis, c'est tout à fait possible. Donc, depuis 2011, les collectivités territoriales ont la possibilité de financer une partie de la cotisation de leurs agents en santé ou en prévoyance, ou les deux à la fois, via 2 dispositifs. Donc, il y a la labellisation dans un premier temps et la convention de participation. Donc, la labellisation dans un premier temps, donc c'est la procédure la plus simple à mettre en place. La collectivité délibère pour donner une participation à ses agents, qui peut être de 5, 10, 15 euros, voire plus. L'agent a la liberté de choisir sa garantie, sa couverture, à condition que sa couverture soit labellisée.
Et le deuxième dispositif, c'est la convention de participation. À ce moment-là, la procédure, on fait appel à une procédure de mise en concurrence via un appel d'offres. Et à ce moment-là, l'agent, lui, il n'a pas d'autre choix que de souscrire à la couverture qu'à sélectionner sa collectivité. Ce sont les deux dispositifs possibles sur la collectivité. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que les gens qui vous regardent se disent, bon, comment retenir tout ça? Donc, du coup, on peut retenir que si la collectivité souhaite participer, ils ont la possibilité de le faire via deux dispositifs, la labellisation et la convention de participation, tout en sachant qu'une labellisation à mettre en place, c'est la plus simple. Il suffit tout simplement de prendre une délibération, la collectivité participe et l'agent souscrit est libre de souscrire sa couverture. De toute manière, quand un agent d'une collectivité territoriale est pratiquement obligé d'être couvert par la MMT, parce qu'il y a une clause maintenant qui oblige l'employeur à avoir une mutuelle. La participation, elle sera obligatoire à partir de 2022. Il y a un décret. Il y a le décret du 18 février 2021 qui obligera justement les collectivités à financer la participation obligatoire de leur agent. Mais ça, ce sera à partir de 2022, du 1er janvier 2022. L'obligation deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut retenir? En attendant, s'ils le souhaitent, ils peuvent mettre en place la participation via les deux dispositifs, labellisation ou convention de participation. D'accord. Un dernier mot, peut-être, Madame Oui, alors par rapport à cette ordonnance, dont on vient de parler, ma collègue, qui a été publiée le 18 février 2021, ce que l'on peut retenir, il y a 5 points importants, c'est qu'avant le 18 février 2022, toutes les collectivités doivent impérativement organiser en délibération, en assemblée délibérante, un débat sur la protection sociale complémentaire. Cela est obligatoire, donc ils peuvent déjà, dès aujourd'hui, commencer à y penser et se préparer. Et aussi, il faut retenir que les dispositifs de la convention de participation ou de labellisation dont vous a parlé ma collègue, eh bien, ils devront être opérationnels pour permettre aux collectivités de continuer à financer la participation pour la protection de leurs agents. Donc, cette ordonnance n'annule pas justement ce qui est déjà en cours. Et aussi par dérogation pour la convention de participation qui est en cours au 1er janvier 2022, eh bien, les dispositions de l'ordonnance s'appliqueront qu'au terme de la convention. Et cela, c'est pour assurer la continuité et éviter toute rupture de droit. Et il y a aussi un autre point très important, c'est que... Il y a des accords. Des accords. Il y a des accords majoritaires entre l'employeur et le syndicat au sein des collectivités qui pourront permettre, par conclusion à un contrat ou un règlement collectif, une adhésion obligatoire des agents. Tout cela, ce sont des projets à venir. Donc, en fait, pour terminer, on peut dire que les agents dans les collectivités territoriales et autres vont être bien protégés par la MMT. Tout à fait. Tout à fait. Même avant 2022, je veux dire. Hein. Avant 2022, il faudrait qu'ils se mettent déjà... Progressivement, il faudrait qu'ils se mettent du moins sur l'ordonnance. L'ordonnance. Et préparer justement ce que disait Madame. Le changement l'obligation qui va être en place à partir du 18 février, c'est bien ça? Hein? Tout à fait. Oui. Et nous, à la MNT, nous sommes disponibles pour les accompagner sur ce nouveau dispositif. Oui. Juste une dernière question. Vous deux, on vous retrouve dans quelle entreprise, dans quelle collectivité vous êtes toutes les deux? Si vous voulez dire, si vous voulez pas... Alors, moi, je me trouve sur le secteur Basse-Terre. D'accord. Et aussi Marie-Galante. D'accord. Et moi, je suis sur le secteur de la Grande Terre et les îles du Nord.
D'accord. Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc les gens peuvent vous contacter, ils savent comment vous joindre en cas de besoin pour leur protection sociale. Voilà. Tout à fait. Mesdames, on vous remercie de porter ces informations que c'est importante pour les salariés dans les collectivités, surtout en ce moment que la situation est plutôt difficile dans les collectivités. Tout à fait. En tout cas, ce fut un grand plaisir pour nous d'être là aujourd'hui pour porter ces quelques informations et rappelle que les agents des collectivités peuvent nous contacter au 06 90 80 25 14. En général, il faut le dire 2 fois quand on donne un numéro de téléphone. Oui, 06, allons-y. 06 90 80 25 14. Voilà, tout est dit. Merci en tout cas d'être venu porter ces précisions nécessaires dans le cadre de la chronique de protection sociale qu'organise la mutuelle française chaque semaine ici. Merci mesdames. Merci beaucoup. Puisque vous êtes à Marie-Galantine, vous êtes d'origine Marie-Galantine, vous allez apprécier la chronique de M. Bavardé. Tout de suite, générique de la chronique, on va regarder ça ensemble. Chronique des îles du Sud avec Philippe Bavardé, notre spécialiste des îles du Sud. Alors, je rappelle toujours, puisque c'est sa 3e chronique, que la chronique des îles du Sud, c'est pour Marie-Galante, les Saintes et Désirate. Mais aujourd'hui, on fera un focus un peu particulier sur Marie-Galante parce qu'il y a des problèmes graves qui se posent depuis plus d'une semaine. Et la dernière fois que Philippe était venu ici, il avait annoncé avec certains chants, je veux dire, avec enthousiasme que l'usine allait redémarrer. On ne savait pas que c'était juste un petit coup et puis rien après. Alors, que se passe-t-il? Philippe, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai que les îles du Sud, en ce moment, est dans une situation particulièrement compliquée, due au Covid. Et ensuite, il y a la catastrophe dont tu viens de parler. Donc, Désirate, terre de haut, terre de bas, vivent effectivement dans cette situation la triple peine pour l'élevage, pour la pêche, pour l'agriculture, l'artisanat, le commerce, le tourisme et le transport. Aussi. Nous avons été contrôlés ce matin au départ du bateau pour vérifier si nous allions effectivement pour des missions. Ah oui, à ce point-là. Ah si, il y a des gendarmes au départ. Alors je demanderai à la préfecture d'arranger un peu les choses parce qu'à Désirate, terre de haut, terre de bas, quand on a déjà pris son billet, mais c'est pas, il faut pas nous contrôler après, il faut nous contrôler avant de donner notre billet parce qu'après on peut perdre un billet. Donc arranger les choses, on est d'accord pour vérifier. Et puis à l'arrivée, on a eu un deuxième contrôle et où ils faisaient des statistiques et ils se sont rendus compte que 90% des gens qui prennent le bateau des îles du Sud, c'est pour des raisons de santé qui viennent sur la Guadeloupe. Donc la continuité territoriale, il faut l'assurer et la santé, si on pouvait rester chez nous, on le ferait. Alors, ce ralentissement des flux économiques pose un sérieux problème dans tous ces domaines et c'est un véritable séisme. Il ne s'agit pas pour nous de mettre en place notre projet initial. Il s'agit aujourd'hui d'interpeller les autorités pour un plan massif de relance économique, surtout la restructuration et la remise aux normes des outils numériques. Parce que l'avènement d'un pouvoir guadeloupéen et d'une nouvelle gouvernance permettra à ces îles du Sud. Donc, il faut le préparer, tout ça. Donc, il faut mettre en place les outils. Donc, l'avenir du pays doit être envisagé sur notre capacité à travailler, à bâtir, et à partir d'une offre du cyber, d'une grande performance. Car demain, le post-Covid, il faut penser déjà à demain. Donc, post-Covid, il faut être prêt pour faire face à toute autres catastrophes sanitaires et autres. Donc, il faut se préparer. Notre plan initial devrait être rebâti en tenant compte de cette expérience douloureuse Covid. Et ce midi, nous parlerons d'une activité fortement impactée, c'est le secteur du tourisme. Un constat incontestable, mais en évidence les atouts majeurs des îles du Sud sur l'identité ethnoculturelle, patrimoniale, environnementale et géographique, très forte. Il s'agit de mettre en valeur pour mieux les faire connaître et apprécier
par leur propre population, mais aussi par le monde entier. C'est des outils ethnologiques, du numérique, pour permettre de mieux agir pour gagner la bataille d'une nouvelle destination, les îles du Levant, les îles du Sud. Quels sont ces atouts? Ce sont des atouts culturels, patrimoniaux, environnementaux, à la Désirade, à Terre-de-Bas, à Terre-de-Haut, mais aussi à Marie-Galante. C'est donc conjointement la prise en compte des handicaps et de leur isolement et d'en faire des atouts captifs de façon à la fois ambitieuse et réaliste et opérationnelle. Pour ce faire, il faut doter l'entité Île du Sud d'un référentiel marketing commun et la capacité de communication mutualisée. Mutualiser nos forces pour pouvoir faire avancer les choses. Alors nous allons venir effectivement à cette catastrophe. Nous étions enthousiastes, heureux que notre cuisine avait enfin démarré la dernière fois. Et là, mais patatrac, à peine deux jours après, nous sommes dans une catastrophe. Donc il est important que nous fassions une autocritique et toute personne peut se tromper sur ses choix. Faudrait-il qu'elle reconnaisse et ne pas persister dans l'arrogance et dans l'orgueil, car l'arrogance précède la win et l'orgueil précède la chute. Même le soleil, c'est quand il doit se coucher. Alors, ces citations, on retrouve ça dans Proverbe, verset 18, et Somme 104, verset 19. Donc, il faut savoir reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des défauts, n'est-ce pas? Alors, hier, nous avons appris sur les ondes d'RCI, 13h, par la voix des journalistes, les capacités de l'industriel, la SRMG, à remplir ses obligations envers les planteurs de Marie-Galante et qu'une convention serait va être signée. Si cette convention était effectivement signée, est-ce que cela voudrait dire que la production des quotas de sucre, le rhum, de mélasse de la SRMG serait délocalisée sur le site de l'usine de Gardel, dans la commune du Moule, de Grande-Terre? C'est une question. Oui. Alors, qu'est-ce qui a été signé? Alors, nous voulons, pour garantir tout cela, avoir des garanties par écrit, parce que, comme vous le savez, la parole s'en va. Oui, l'écriture reste. Heureusement que l'écriture reste. Donc, est-ce que toutes ces décisions sont légales? Alors, je m'adresserai au président de la SICAMA, qui est une de mes connaissances, un ami. Je lui dirais, il faut que tu te protèges, parce que tu as la responsabilité de l'avenir de notre industrie et de notre culture de la canne. Et donc, est-ce que il y a eu une assemblée générale pour l'approbation des résolutions, donc de tout ce qui a été signé? Donc, je le rappelle qu'il y a l'article 40, dernier alinéa des statuts de la SICAMA. Nous rappelons que tout sociétaire peut demander par lettre recommandée au conseil d'administration de provoquer une délibération des sociétaires d'une question déterminée. Donc, ils peuvent le faire par lettre recommandée. Donc, il faut se protéger dans toutes ces décisions qui ont été prises. Est-ce qu'il y a eu un avis de la commission mixte de l'usine? Est-ce qu'une assemblée extraordinaire a-t-elle été convoquée? D'autre part, face à une telle situation, est-ce que l'arrêt de l'activité et la délocalisation, est-ce qu'elle respecte conformément à la jurisprudence Robert Boulin de 1962 aux dispositions législatives réglementaires relatives à la délocalisation? Parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut respecter les règles et les lois. Est-ce que la canne des planteurs seront livrés et réceptionnés sur le site de Coutances? Parce que les planteurs sont légitimement inquiets. Alors, tout cela, il faut les écrire et avoir des écrits pour pouvoir vérifier si elles sont tous légales. Est-ce que le prélèvement pour la richesse des cannes des planteurs s'effectuera sur le site de Coutances? Est-ce que la pesée se fera pour que la richesse et le paiement de la canne soient payés au juste prix où les planteurs ont bien préparé leur canne? Est-ce que la SRMG sera le seul et l'unique interlocuteur des planteurs pour l'achat de leur canne ainsi que le paiement de leur catosène?
Donc, ils veulent savoir quel est l'interlocuteur qui va être... Donc, est-ce que c'est bien précisé dans toutes ces signatures? Est-ce qu'enfin, toutes les décisions concernant la récolte 2021, est-ce que les autorités politiques, l'État, la région, le conseil régional, le conseil départemental, la communauté des communes, se sont-ils engagés formellement par écrit pour un plan d'urgence chiffré de modernisation complète de l'usine de Grand-Anse pour la période 2021 et 2022? Est-ce que tout ça est écrit? Alors, toujours pour vérifier les choses, pour être sûr qu'elles sont écrites, est-ce que la centrale de cogénération bagasse-biomasse de 13 mégawatts, ce qui a été validé par la CRE, est-ce qu'elle sera construite? Est-ce que, conformément aux conventions signées et les autorisations de la CRE, du ministère de l'écologie, sera opérationnelle en 2022? Est-ce que c'est acté? Est-ce qu'il y aura des astreintes si elle n'est pas mise en place pour pouvoir contraindre le respect du comptoir? Est-ce que les autorités politiques, l'État et la SICAMA s'engagent pour un plan substantiel de relance globale de la production cannière avec un objectif à atteindre les 190 000 tonnes de canne pour 2024 et un rendement à l'hectare au moins de 80 hectares. Alors, la dernière question, est-ce que le collectif, précisément parce qu'il y a eu un collectif avant le démarrage, les syndicalistes, les opérateurs, les ouvriers d'usine, les administratifs se sont impliqués. Est-ce que le collectif des planteurs, et indépendamment de la SICAMA, sera impérativement intégré dans la cellule de crise mise en place par l'État et les collectivités? Donc les planteurs, les ouvriers, le personnel, les opérateurs, la population de Marie-Galante. Ce sont des conditions optimum pour sauver l'usine de Grand-Anse et ainsi que toute la filière canne, sucre, rhum, mélasse de Marie-Galante. Je persiste et je signe et je déclare que toute convention à huis clos avec Gardel fragilisera la filière canne et contribuera à terme à la mort définitive de notre usine. Donc il ne faut pas faire les choses en catimini, il faut donc les faire pour pouvoir obtenir des choses dans toute la transparence nécessaire. Justement, j'avais 2 ou 3 questions. En dehors de toutes ces questions, j'avais aussi 2 ou 3 questions à poser. Premièrement, si les cannes vont peut-être être transportées vers Gardel, est-ce que, du point de vue général, est-ce que ça signifie pas, parce que j'ai cru entendre ça, la mort de l'industrie sucrière à Marie-Galante, si on prend l'habitude de transporter des cannes à Gardel, mais on me dit que ça s'était déjà fait. Ça s'était déjà fait, et heureusement que nous avions des syndicalistes comme Thionville Corval, comme monsieur Éloi Chasselas, comme monsieur Guy Marie, et comme monsieur Ernest Koudou, et qui ont eu la chance, à l'époque, d'avoir le président qui était un Marie-Galantais, et qui nous a permis de mener la bataille pour refaire venir l'industrie sucrière à Marie-Galante, parce que Darboussier voulait garder les cannes de Marie-Galante parce qu'elles étaient plus rentables, elles étaient propres, elles étaient etc. Donc ils avaient pris goût de la qualité de la canne de Marie-Galante. Donc c'est un piège dont il faut mettre les choses carré dès le départ pour vérifier si tout ce qui a été signé protège notre industrie et protège l'avenir de Marie-Galante. C'est un petit peu le rôle de M. Venkataraman, j'imagine. Alors, Guy-Henri Venkataraman, et c'est lui, effectivement, qui a été le premier lanceur d'alerte et la vigilance qu'il a mis en place et dont il a il a mis en place tous ces collectifs qui ont d'abord permis à cette usine de démarrer. Oui. Et depuis le 2 février, il a lancé les alertes sur les différents médias. Et ensuite, les relais ont été pris par les administratifs de l'usine. Et grâce à lui, effectivement, et avec toute l'équipe qui l'entoure, il a écrit les revendications précises. Et nous voulons vérifier, avant de signer, qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire de la SICAMA pour demander les attentes de chacun et pour vérifier avant, avec nos experts, est-ce que tous les intérêts de Marie-Galante seront préservés. Alors, l'autre
l'interrogation qui se pose, c'est le problème de la réparation de la chaudière. Alors, on a parlé de 10 mois. C'est 10 mois à peu près. Est-ce que c'est avéré, c'est attesté, tout est déjà en place pour que dans 10 mois, tout redémarre, ou bien est-ce que c'est, comme on dit, son parole en l'air? Alors, pour le moment, nous sommes avant les élections régionales et départementales. Oui. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et qui en quoi? Et qui en quoi. D'accord. Alors, on a vu défiler et tous les politiques, et on va voir en défiler d'autres qui vont nous faire les plus. Mais une fois les élections passées, on n'a rien à cirer. Donc, c'est pour cela que nous demandons à tous les intervenants, et je demande au président, mon ami, monsieur Ferdi Créantor, il faut qu'on vérifie tout cela avec nos experts avant de signer des documents. Il faut faire des assemblées générales, là, faire une assemblée générale pour de nous communiquer les documents, les rendre publics pour que nous puissions les vérifier et que tout soit écrit, que tout soit acté bien avant toute signature et que nous puissions nous protéger et mettre les garde-fous et surtout mettre des astreintes pour que vous venez de dire que la chaudière soit prête. Et si nous viennent nous raconter, ah oui, on n'a pas trouvé les pièces, non, on veut mettre des astreintes qui se débrouillent à respecter leurs engagements. Alors, dernière question. Je sais que peut-être que Philippe ne pourrait pas me répondre, mais enfin, je la pose quand même. Cette panne de la chaudière, elle est normale ou anormale? Mais écoutez, est-ce que par magie, une chaudière à notre époque puisse... Donc, à qui profite le crime? Quels sont ceux qui ont eu intérêt? Parce qu'il y a des gens qui veulent du photovoltaïque plus que d'autres choses. Donc, pourquoi la Creux, tout le monde a respecté les engagements, on avait tout signé, on a un permis de construire, la cogénération devait être réinstallée. Donc, les gens... Est-ce que par magie, elle est tombée en panne? Non, il y a des questions et nous attendons les experts. Il y a une enquête qui est... Les experts et les enquêtes, les assurances vont devoir vérifier parce que ça fait des sous. Donc, nous voulons savoir pourquoi cette chaudière a-t-elle explosé et quand est-ce les responsables, à qui profite le crime. Et surtout, Marie-Galante a besoin de terres agricoles. C'est pas du photovoltaïque, on ne plante pas du photovoltaïque, nous on plante des cannes. Donc il faut penser d'abord aux intérêts des agriculteurs et surtout à atteindre l'objectif de 190 000 tonnes, pérenniser, parce que vous le constatez comme moi, le tourisme c'est une catastrophe. Si nous avions passé 7 millions d'euros dans l'économie de Marie-Galante en 2020, nous serions vraiment à sec. Heureusement, donc, cette somme d'argent, il faut que nous puissions la pérenniser, permettre à nos enfants et de trouver demain quelque chose pour pouvoir vivre et travailler dans leur pays. Bien, merci Philippe pour toutes ces précisions que nous attendions. Et un dernier mot, oui? Oui, juste un dernier mot pour dire que le 1er mai, toutes les organisations syndicales appellent à un rassemblement pour que nous puissions nous exprimer, poser les questions, avoir des réponses. Et le 1er mai, donc, départ à l'usine de Grand-Anse dès 7 h le matin. Et ensuite, pour informer la population de la difficulté et mobiliser les élus pour qu'eux aussi viennent s'expliquer. Parce qu'on leur a donné des mandats, c'est pour pouvoir nous représenter. Il faut qu'ils viennent s'exprimer. Et j'ajoute qu'il y a une délégation de l'UGTC qui est sur place en ce moment à Marie-Galante pour faire un petit peu la lumière sur cette affaire. En tout cas, dans votre prochaine chronique, j'espère que vous porterez des nouvelles rassurantes et des réponses à toutes ces questions que vous avez posées aujourd'hui. Et comme on dit, il faut suivre le dossier, rester veillatif. Absolument. Personne, si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire pour nous. Voilà. Donc, la population des îles du Sud, des Irades, Terre de Haut, Terre de Bas et Marie-Galante, ce sont des combattants de tous les moments. Merci, voilà, c'est terminé, 14h05. Je rappelle qu'on a reçu en début de journal Victor Richard Saint-Cylie, artiste sur la question du MAC, puisque vous savez que la directrice du MAC a été mise à pied provisoirement. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Richard les a dévoilées un peu. On a reçu aussi une délégation de la Poste sur les missions de la Poste aujourd'hui. Vous savez que la Poste, c'est plus comme avant, c'est seulement un bureau de poste. Il y a des relais un peu partout. Et d'ailleurs, il y aura bientôt, on m'a dit, un relais à Marie-Galante. Et puis, on a fait le point, effectivement, sur la MMT. J'avoue que je ne connaissais pas la MMT. Ces deux dames sont venues nous expliquer ce que c'est que cette mutuelle nationale, territoriale, et toutes ces activités. Et je rappelle qu'il y a deux numéros de téléphone, 0690 80 25 14 et le 96
73 94 80. Si vous voulez contacter. Excusez-moi, avec l'indicatif 0696. Avec le 0696, c'est un numéro qui ressemble à un numéro martiniquais, il me semble guyanais, je ne sais pas. En tout cas, Rebecca Holder et Ghislaine Godard, merci d'être venus nous informer sur ce qu'est cette mutuelle CMNT. On a vu le logo, les gens souvent, en tout cas, sont dans les collectivités, on vous connaît déjà, j'imagine. Et donc, d'ici février 2022, il y aura encore des changements et surtout l'obligation de la mutuelle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Jordan, malgré une petite panne d'ordinateur, mais enfin, on s'en sort assez bien. Et on se retrouve demain pour le ZCL de fin de semaine, le vendredi. À demain. Merci de votre écoute.